qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des postes assez importants d'évolution, je les ai refusés. T'as pas la pression financière, justement, à cette période-là ? Sincèrement, il y a quelques mois où je savais pas si le mois suivant ou le mois d'après, j'aurais de l'argent qui rentrerait, tu vois. Plus on est face à la réalité des choses, plus je vois qu'une agence, c'est pas non plus scalable à l'infini. Si demain, tu devais conseiller quelqu'un qui fait de l'ADS, le truc aujourd'hui qu'il faut regarder, qui fait la différence ? C'est la créative, le visuel, que ça soit image ou vidéo, mais je conseille quand même plus la vidéo, parce que c'est ce qui fait le ciblage. Quand t'as une bonne créa, il y a seulement 30% des gens qui regardent au-dessus des 3 secondes. Et quand le mec t'a regardé plus de 2, 3, 4, 5 secondes, t'as gagné. Et du coup, faut trouver la trend, faut être assez avant-gardiste pour trouver Avant-gardiste, trouver la trend trend. ou la créer, être devant tout le monde à chaque fois, Ouais. et être meilleur en créa strat. Bientôt, on va juste dire, on vend ça, fais-moi une page, enfin bon, après... Fais-moi le texte, fais-moi les images avec IA. Fais-moi des A/B testing, des machins. Je cible tant, lancer, et notre métier va disparaître. Voilà, salut. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans une nouvelle interview aujourd'hui, je suis avec Yvan. Salut. Comment tu vas, Yvan ? Écoute, ça va chaudement, comme on dit. Je te demande, alors qu'on parle depuis un bon quart d'heure. Ouais. Yvan qui est expert en publicité. Et aujourd'hui, on va faire un petit épisode sur ce sujet-là pour que tu partages ton parcours, un peu des insights au niveau de la pub. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Yvan Claudic, j'ai 35 ans cette année. J'ai eu un peu deux vies, entre guillemets, en termes de carrière pro. J'ai fait 10 ans de vente. Okay. Donc j'étais commercial, manager, directeur d'agence dans la vente au B2C. Et ensuite, je me suis réorienté en 2017-2018. Et là, j'ai découvert le business en ligne, le marketing digital. Je suis tombé amoureux. Et donc, j'ai fait un peu de copywriting, de tunnel de vente. J'ai testé 2-3 trucs. Et c'est sur Facebook Ads à l'époque, maintenant Meta Ads, que j'ai fait mes armes, que j'ai eu des bons résultats, que j'ai trouvé mes premiers clients, avant d'arriver aujourd'hui avec mon agence et toutes les activités qu'il y a autour. Et quand tu faisais de la vente, tu vendais quoi ? On vendait tout ce qui était seconde œuvre, donc c'était pour l'amélioration de l'habitat. Okay. Un truc qui est toujours à la mode, d'ailleurs encore plus aujourd'hui avec tous les aides et la fameuse catégorie ABCD. Voilà. Et donc ça allait des fenêtres aux volets, au solaire, aux pompes à chaleur, tu vois, la clim qui est là, on vendait ça aussi, tout ce qui concernait l'amélioration de l'habitat. Et qu'est-ce qui t'a fait changer parce que tu étais salarié ? Ouais. À cette époque-là. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, en 2017, c'est cool, ce taf, j'aime bien, mais j'ai envie de me lancer dans le business. En fait, j'étais salarié, j'avais déjà, tu sais, quand tu fais ça, t'es payé à la com. Ouais. Donc j'avais déjà quand même la liberté, quand t'es en voiture, tu fais un peu ce que tu veux si t'as envie de faire une course, mais quand même avec des heures. Et j'avais quand même aussi cette idée de pas avoir de salaire plafonné, parce que c'est toi qui faisais ton salaire. Donc j'avais déjà un pied, entre guillemets, dans ce côté-là de l'entrepreneuriat, mais il manquait la liberté, le fait de bosser pour soi, faire vraiment ce que tu veux quand tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des postes assez importants d'évolution, je les ai refusés, parce que je sentais que c'était pas là où je devais être, tu vois. Okay. Vraiment, j'ai eu 2-3 fois des postes vraiment game changer pour ma vie, tout simplement. Et ça m'a fait fuir plutôt qu'autre chose. Game changer à quel niveau ? J'en ai un que j'ai refusé, c'était 3 net, 3000 net, okay. Voiture de fonction, carte essence, limite, et un pourcentage sur l'agence qui faisait déjà du bon bénéfice. Ouais, d'accord. Donc un truc où ça m'a, par contre, t'as le pied dedans, après c'est bon, tu fais ça pendant au moins 5 ans, tu vois, 10 ans. Ouais, en mode, pour toi c'était bien niveau financier, mais par contre, niveau liberté... Il manquait un truc. Ouais. Il manquait un truc, et c'est en découvrant le business en ligne par hasard, au début, par le trading, okay. Avec des rêves plein les yeux, en me disant je vais gagner 500 € par jour. C'est par hasard et sur ce sujet-là, du coup, que j'ai découvert le business en ligne. Et là, par contre, ça m'a fait péter un plomb parce que j'ai très rapidement vu les gens, ce qu'ils pouvaient gagner, la liberté qu'ils avaient, avec les côtés négatifs aussi, du coup, les belles promesses que certains font. Sur le trading aussi ou... Surtout. En fait, tout est réalisable, mais il y a quand même un monde entre le moment où tu commences et le moment où tu arrives à... Souvent, c'est péché au niveau de la temporalité. C'est en mode, faites 10K, ok, par mois, mais pas en 3 mois, peut-être en 3 ans, tu vois. C'est pas aussi facile, mais du coup, c'est ce côté-là que j'ai vraiment aimé. Et puis c'est ça, le côté liberté, faire ce qu'on veut. Et après, tu tombes amoureux de l'entrepreneuriat tout court. Le fait d'entreprendre, créer des choses. Du monde aussi dans lequel tu baignes avec ça, parce que tu rencontres souvent des gens intéressants. Ouais. Plein de gens passionnants qui font des choses diverses et variées, d'ailleurs. Et je suis tombé amoureux de ce petit monde, quoi. Et tu te lances au début dans le trading, tu te fais un peu banane, ça marche pas trop.
La première année, je me suis fait massacrer. Ouais. J'étais passionné, je vivais, je dormais, j'ai tout appris. Bon, moi, les restes que j'ai par rapport à ça me font lire les graphiques correctement. Ok. Et maintenant, un petit peu avec la crypto, on fait des choses sympas. Ouais. Donc, c'est des bons restes, c'est le côté positif. La première année, je me suis fait massacrer et j'ai appris. J'ai appris et mine de rien, c'est marrant, j'ai rencontré un mec qui est trader pro dans une banque suisse, qui est toujours mon client aujourd'hui. Donc, ça veut dire 7 ans après, 6 ans après. Qui a un business du coup de formation en ligne. Ok. Donc tu vois, c'est des trucs quand même qui te servent, qui tombent l'un dans l'autre. Ouais, et comment tu te retournes, parce que souvent, moi je reçois des DM comme ça de personnes qui m'envoient des trucs en mode ok, j'ai acheté telle formation, je me suis fait avoir, maintenant j'ai plus envie, tu vois. Qu'est-ce qui fait que après un an quand même où tu perds un peu tout, où ça marche pas vraiment, tu te dis ok, vas-y, c'est pas grave, genre on efface l'ardoise et j'essaie un nouveau truc, tu vois. Je pense que c'est une question de passion. Quand c'est en toi, en fait, tu persévères. Et moi, je m'étais pas dit ça va être ça mon métier, si tu veux. Et là où j'ai perdu, c'est pas pour ça que les formations étaient mauvaises et que j'ai pas appris des belles choses. J'ai juste compris que dans ce milieu-là particulièrement, si tu veux en vivre, pour moi, hein, c'est chacun pense ce qu'il veut, mais il faut 100, 200, 300 K de capital. Ouais. Tu vois, c'est pas avec 500 balles que tu vas te sortir un salaire. Donc du coup, obligé de voir la réalité en face, tu vois, d'être sérieux. Et du coup, c'est ça qui m'a ouvert au business en ligne de manière générale. Donc après, j'ai creusé, j'ai acheté comme tout le monde des formations dans tous les sens. Ouais. Au début, tu as ton onglet formation qui est blindé, t'en as fini aucune. Mais du coup, ça m'a fait découvrir pas mal de choses et donc après, tous les métiers digitaux. Et après, tu te tournes vers le copywriting ? Un peu tout en même temps. Ok, marketing général quoi. Ouais, c'est juste que j'étais dans l'école Tougan sur ce côté-là, copywriting. J'étais pas mal dans pas mal de groupes et de formations différentes. J'ai bien aimé, surtout qu'ayant été dans la vente, le côté psychologique et tout, j'avais déjà bien poncé, quoi. Mais après, c'est sur les ads que j'ai fait mes armes et que j'ai apprécié bossé. Le côté cartésien, mathématique, héroïste. Ouais. Tu mets 1 euro, t'en sors 2, 3, 6. Tout est prévisible que tu peux avoir avec d'autres métiers, mais beaucoup moins quand même. Parce que là, toi, tu suis des chiffres, normalement, si tu fais des bons maths... C'est censé tourner, quoi. Ouais, puis t'as ce côté un peu geek où t'es chez toi. Tu vois, moi, j'ai aussi beaucoup joué aux jeux vidéo. Ouais. Et t'as ce côté geek, où t'es chez toi, derrière ton écran, et tu maîtrises un peu les chiffres. Quoi. Et tu peux bosser dans l'ombre, tu vois. Ouais. T'as plein de mecs qui font ça, qui sont dans l'ombre. Et puis après, c'était le fait aussi de vouloir se lancer tout court. Donc, on met les pieds dedans, on monte une agence, on prend des clients comme ça vient, et puis on se trompe, et puis on recommence. Okay. Et après, c'est parti en mode agence et en mode acquisition, dans plusieurs niches d'ailleurs, avant d'être dans le milieu de la formation en ligne comme aujourd'hui, quasiment à 100%. Ouais. On a fait du corpo, du lead gen, enfin pas mal de choses, même du e-commerce. Mais parce que ça couvre un peu tous les métiers, quoi. La publicité, tout le monde en fait. Bien sûr, tu peux faire de la pub de ads, mais d'ailleurs pas que, de la pub, des publicitaires, panneaux, télévision, etc. Du coup, en 2017, tu testes un peu tout ça, tu lances l'agence. Pourquoi modèle agence ? Alors d'abord, j'ai fait du freelance. Ok. 2018, t'as commencé 2019. Par toi vendre les services directs. J'ai pas mal fait tout seul. Ok. Et pourquoi modèle agence ? C'est un peu le hasard et les rencontres. Si tu veux, j'étais pas en mode faut que je crée une agence, que j'ai un truc et tout. Le côté freelance m'allait bien aussi, hein, le faire d'être libre et tout ça. Mais je crois que c'était un moment donné où j'ai fait des rencontres. En s'associant, du coup, j'avais besoin de main entre guillemets pour m'aider, pour trouver des clients, etc. J'ai rencontré une personne et en fait le fait de s'associer fait qu'on a dû créer une agence, si tu veux, par la force des choses, créer une marque, etc. Ouais. Et après il y a eu le Covid. Okay. Et là tout s'est accéléré parce que tout le monde s'est mis je crois qu'à l'époque je bossais un peu encore de l'autre côté et c'était soit je me lance définitivement, soit je continue à faire à moitié et je me suis donné la chance, j'y suis allé à fond et l'agence parce que c'est ce qui s'est profilé au fil des rencontres, quoi. Et t'as pas la pression financière justement à cette période-là ? Si. Qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête où tu te dis ok, parce qu'il y en a plein qui sont face un peu à ce choix. Moi j'en connais beaucoup, tu vois, qui se lancent et ils ont un peu le cul entre deux chaises en mode j'ai besoin de plus de temps pour accélérer, mais le problème c'est que j'ai mon taf, donc si j'accélère ça veut dire que je quitte tout. Genre tu te dis quoi dans ta tête ? Comment tu prends les décisions ? C'est assez compliqué franchement. Je pense que chaque personne est différente sur ce sujet-là. Moi perso, pendant un moment il me restait un peu de chômage. À la fin j'en avais plus, mais c'était pas grand-chose.
À la fin, j'en avais plus. Ouais. Et quand je me suis lancé les deux pieds dedans, je crois que sincèrement, il y a quelques mois où je savais pas si le mois suivant ou le mois d'après, j'aurais de l'argent qui rentrerait, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu en mode on y va, on se fait confiance et j'avais quand même une petite sécurité d'être sûr d'avoir des clients pour aller au moins manger, tu vois. Mais je comprends tout à fait cette situation-là et le seul truc que je peux dire, c'est malheureusement d'essayer de le faire un peu en ayant un travail de l'autre côté pour assurer de remplir le frigo. Et au bout d'un moment, je pense que tu es obligé de te lancer, de te faire confiance. Une fois que t'as confiance en ton skill, celui que tu vas monétiser justement si tu fais du digital ou de la formation en ligne ou autre, bah, à un moment donné, il faut se lancer. Et si tu te trompes, bah, c'est pas grave, tu retrouves un taf alimentaire et tu recommences, tu vois. Je trouve que c'est vrai que c'est en fonction des personnalités. Il y en a qui il n'y a pas de problème et tout. Mais souvent, les gens, je trouve en tout cas, c'est vrai qu'ils pensent beaucoup à si ça marche pas, comment je fais, etc. Mais en vrai, en fait, tu fais ce que tu reviens un peu où t'étais aujourd'hui, au pire, tu vois. T'es obligé. Ou sinon, il faut avoir des mois d'avance de trésor. Ouais, c'est ça. Mais après, c'était pas mon cas. Mais... Alors, j'en connais aussi beaucoup qui, en fait, ont tellement d'avance ou de trésor ou de chômage. Il y en a plein qui profitent et c'est super, tu vois. Mais en fait, du coup, le fait d'avoir cette sécurité un petit peu, ça peut aussi pas te freiner, mais te dire, ok, j'ai encore un an devant moi, donc tranquille, machin. Je trouve que ça dépend vachement. Je pense que c'est important de comprendre la personnalité que t'as, savoir comment tu fonctionnes. Moi, je sais que j'ai un peu la même personnalité en mode quand je me suis lancé, c'est Napoleon Hill qui dit ça, faut brûler les bateaux. Moi j'ai fait pareil, j'étais là en mode je suis parti en Thaïlande, j'avais 3 000 € de côté, je me suis dit voilà, je reviens, faut que j'ai un salaire de quoi vivre parce que sinon c'est ça. Je reviens et je retourne au taf d'intérim à l'usine et je refais encore ce que j'ai fait pendant un an, tu vois. Donc en vrai c'est important je pense de comprendre ça. Du coup vous lancez l'agence, enfin tu lances un freelance, après tu lances l'agence en pub Facebook. 2020, aujourd'hui, l'agence, l'évolution en 4 ans, ça donne quoi ? Déjà, pour commencer, j'avais pas la même associée. Ok. Donc, j'ai commencé, je te dis, au fil des rencontres avec une personne qui était plus sur la partie Google, site internet. Et moi, je faisais donc Google Ads. Okay. Et aussi un peu de SEO, de référencement naturel. Moi, je faisais la pub Facebook. Finalement, j'ai commencé à avoir pas mal de clients, de demandes sur Facebook et à m'en mêler les pinceaux parce que j'avais trop de clients. Au début, quand tu manques de process, d'organisation, etc., tu peux vite, tu vois, quand t'es en freelance, c'est qu'on faut être organisé, quoi. Donc, ça a commencé par déjà stabiliser un certain revenu et trouver un autre associé. On avait un peu des différences de vision, etc. Et j'étais dans la tribu à l'époque d'Enzo, que tu connais. Bien sûr. Donc j'avais mis un poste. Au début, je voulais quelqu'un pour m'épauler. Finalement, j'ai trouvé Gaspard, mon actuel associé. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné en termes d'évolution ? C'est simple. On en parlait d'ailleurs hier. Il est avec moi cette semaine. On est en train de bosser sur l'agence. Au début, on était 2, on faisait tout. Ouais. Ensuite, on nous a demandé des tunnels de vente et des choses parce que tu sais que les ads sont très reliés à la cible du coup sur laquelle tu fais tomber les ads, et les tunnels de vente du coup, il faut qu'ils soient optimisés pour que tu aies soit des prospects, soit des rendez-vous, etc. Donc au début, on faisait tout nous-mêmes. Ensuite, on a eu une directrice, on peut dire ça, qui gérait un peu tout, un chef de projet. L'année dernière, un peu plus d'1 an, on a eu notre première alternante. Okay. Et donc, ça a donné que de 2 à tout faire, à galérer à aller chercher 10K. On est maintenant une petite équipe avec 2 chefs de projet, une alternante et une dizaine de personnes autour sur les différentes prestats. Quand il y a du tracking, des automatisations à faire, on a une team un peu rapprochée qui fait tout ça. Et en CA, on a touché les 100K générés cette année. Okay. Un mois en mensuel. Ok, donc 1,2 million, plus ou moins. Et là, l'objectif, c'est de stabiliser les 100K de bénéf. D'accord. D'ici fin d'année. Okay. Donc on s'est fait entourer pour ça, on est dans un mastermind, on rencontre des gens. Et donc du coup, on est vraiment dans le moment où tu galères parce que tu as ce plafond de verre, tu vois. Et en même temps, ton temps est encore corrélé aux chiffres que rentre la boîte. Ouais. Donc là, on est obligé de recruter, de continuer de travailler pour passer au-dessus de ce truc-là et enfin pouvoir respirer et nous récupérer aussi du temps pour nous, tu vois. Ouais. Ça, forcément, ça implique... parce que scaler et recruter, ça implique plein de choses. Est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés à recruter en termes de gestion, trouver les bonnes personnes, les gérer ? Ouais, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles en vrai pour une boîte. En plus j'en parle avec les gens, plus je vois les gens qui ont aussi ce challenge.
On a vu pas mal de champs jusqu'ici. Encore une fois, le réseau et les rencontres font que naturellement, on avait trouvé les bonnes personnes. Dernièrement, on s'est trompé sur le chef de projet. Ok. Donc, on en avait déjà un qui déchire, mais on a eu besoin d'un deuxième pour continuer à garder la même qualité de service pour les clients. Et comment tu recrutes ton chef de projet ? Réseau et post Facebook dans des groupes. D'accord. Où il y a en général... D'abord réseau. Ouais. Tu demandes et s'il n'y a pas, t'élargis le cercle. Ouais. Après, dans un ou deux groupes Facebook qui sont assez connus, où il y a pas mal d'entrepreneurs qui traînent et pas mal de freelance aussi. Okay. Et là, tu reçois d'IDM, tu fais le tri, tu fais des entretiens. Pareil là pour les médias buyers, on a mis du temps. On va donner les réponses bientôt, mais c'était un mec qui forme des médias buyers. Ouais, ok, tu recrutes au sein de l'audience. Lui, pareil, qui est dans mon réseau, je lui ai envoyé un message, il m'en a envoyé quasiment 20. Ouais, ok. Donc on a fait passer un test, un truc en ligne, etc. Et là, on a dû manger toutes les vidéos de... Donc ouais, réseau, et le challenge qu'on a eu, c'est une personne avec qui ça n'a pas fit, parce qu'il pensait... Si, humainement, il était top. Ok. Mais du coup, il s'est rendu compte que c'était plus trop fait pour lui, et alors que nous, on avait toutes les attentes par rapport à son poste, quoi. Et donc, on s'est quitté bon ami, mais du coup, on recommence, quoi. Ouais, bah tu recommences le truc jusqu'à temps de trouver le bon. Là, on a normalement le bon. Mais ouais, challenge, c'est juste de tomber sur une personne où ça le fait pas, je pense. C'est pareil pour tout le monde. Ouais, puis c'est compliqué, je trouve, parce que t'es dans ce truc où en fait, tu vas passer beaucoup de temps à process, recruter, etc. Et en fait, dès que la personne te quitte, t'as l'impression d'avoir perdu 2-3 mois de recrutement, retrouver les nouveaux, machin. Nous, ça allait vite, ça a pris 1 mois. Ok. Mais non, je m'en fais pas, ça va le faire. Toi, t'es en mode no recrutement. Moi, je suis en mode no recrutement. Je veux pas qu'on soit plus de 3. Ouais. Non, après, c'est sûr que ça... Du coup, on a deux visions du business qui divergent un peu, parce que moi, je suis plutôt dans comment est-ce que je fais pour faire plus... Enfin, en gros, moi, je suis dans une vision où ma priorité, c'est pas de faire plus, c'est de faire moins. Du coup, dans mon quotidien, je veux faire moins de choses. Pour au minimum faire le même CA, mais après croître si possible. Et là-dedans, une de mes guidelines, c'est de ne pas recruter plus de personnes. J'admire. Toute chose, voilà, évidemment, des fois, quand je dis recruter, c'est vraiment recruter des postes. C'est pas, des fois, je délègue un visuel une fois par mois à une graphiste, une pote à moi. Voilà, moi, j'appelle pas ça déléguer, parce que je parle vraiment de recruter quelqu'un qui bosse à mi-temps pour toi et tout. Et moi, c'est ma guideline. Parce que j'ai essayé d'être plus dans mon style de vie, j'arrive pas. C'est des gens à recruter, machin, et après, j'ai l'impression que je mets une casquette de manager, et c'est pas du tout ce que je veux. Mais forcément, ça, en fait, j'ai accepté que j'arriverais pas à des montants de CA que d'autres personnes peuvent faire. Et c'est dur à accepter, je trouve. De te dire, ok, je pourrais jamais faire 2, 3, 4 millions, 5 millions, ce que tu veux. Parce qu'en fait, il y a une limite qui fait que forcément, tu peux te trouver les meilleures strates du monde. À un moment, si t'as pas de l'humain dedans, tu recrutes pas. Ou si toi, tu bosses 20 heures par jour, mais au bout d'un moment, t'exploses en plein vol. Ou en fait, il faut juste accepter que, ok, c'est pas fait pour toi et c'est pas grave, tu vois. Et toi, du coup, t'es plus dans l'autre modèle. Humainement, je pense que je serais plus comme toi, à vouloir bosser 3 heures par jour et à rentrer ce qu'il faut. Mais c'est juste que le modèle sur lequel on est le suivant. Je ne vais pas remettre tout mon business en question maintenant. Et c'est surtout que même si le chemin est plus compliqué, parce que comme tu dis, nous, les 9h, 20h, et de rebosser de 22 jusqu'à 1h, on le fait, quoi. Ouais. On sait ce que c'est. Mais on sait pourquoi, et justement par le recrutement on va se libérer ce temps-là, même quitte à faire le même chiffre, tu vois. Et de toute façon, plus je discute avec les gens et plus on est face à la réalité des choses, plus je vois qu'une agence c'est pas non plus scalable à l'infini. Bah oui. C'est-à-dire que je vois un peu les grosses agences qui font, en tout cas dans notre niche, je parle pas d'agences parisiennes qui font mais du coup il y a aussi une limite. On multiplie les chefs de projet, on multiplie les clients, etc. Au bout d'un moment, t'es obligé de toujours rajouter la personne du dessus qui va, au bout d'un moment, répercuter sur... C'est ça. Donc on fait step by step, on verra. Si on peut doubler d'ici 2 ans, on le fera. Ouais. Et si on a un plafond de verre qui nous permet d'être tous heureux, ça sera aussi cool, quoi. Et puis après, voilà, on se prend pas trop la tête. On a des objectifs assez court terme, moyen terme. Après, tant qu'il y a la vision globale et là, le but, c'est vraiment se libérer du temps et maintenir et augmenter le chiffre en gardant la qualité sur les clients. Ouais. Et pour ça, tu es obligé de toute façon de passer par du recrutement en tous les cas.
Surtout après, c'est sûr qu'on n'a pas le même business model, donc forcément aussi ça. Ça. Ça, c'est sûr que ça a un impact quand tu es en agence. T'as pas d'humain pour gérer les ads, les matchs. Tu peux pas vraiment scaler, quoi. T'es obligé. Donc, et un des axes justement que tu as envie de mettre en place pour scale, c'est aussi l'infoproduit. C'est un truc que vous avez lancé quand ? Ouais, alors du coup, ça, on a déjà une formation Facebook, donc Meta Ads. Ça va nous aider. Pour moi, c'est notre boîte, ça, si tu veux. Oui. C'est limite une boîte qui serait cliente de l'agence, puisqu'on va l'aider on va faire de la pub. Voilà. Donc, j'ai pas compté ça dans le chiffre et les objectifs de l'agence que je te parlais tout à l'heure. Ouais. Mais ça, ouais, c'est une verticale qu'on va booster parce que de plus en plus de personnes veulent se former, veulent être autonomes. Ouais. Et il y a aussi un monde, c'est l'IA qui arrive. C'est de plus en plus facile de lancer des pubs. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est petit et qui veut faire x2 ou augmenter un peu son chiffre, il peut se débrouiller tout seul. Mm-hmm. Donc en fait, il y a du boulot pour tous. Il y en a qui n'auront pas besoin de nous. Ouais. Il y aura qui auront besoin de nous. Après, il y a ceux qui ont besoin de nous, puis après, on leur coûte trop cher, ils veulent internaliser, tu vois. Bien sûr. Il y a vraiment un monde pour tous, quoi. Voilà. Du coup, on passe à la partie plutôt sur la pub, parce que tu fais une super passation. On va creuser un peu sur ce sujet-là. Pour toi, justement, pour qui est fait la pub et surtout, pour quel profil c'est fait, plutôt de faire appel à une agence, plutôt de se former soi, faire appel à peut-être un freelance en interne, etc. Alors, c'est compliqué de répondre parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, même un petit, s'il a 100 euros, 150 euros à mettre dans son marketing tous les mois, donc un petit, je sais pas, qui fait 3, 4, 5 000 euros, qui est en auto, souvent les gens sont en auto-entreprise. Ça fait même pas 5%, quoi. Il peut se dire, je veux mettre 150 euros de pub par mois, tu vois. Ouais. Et avec 5 euros par jour, tu peux attirer tes clients idéaux sur ton profil Instagram. Mm-hmm. Où tu peux faire des pubs de notoriété pour rester dans la tête des gens, récolter des likes ou des visites sur ton profil pour après aller leur parler dans les DM. Okay. Donc en fait, ça serait coupler ça à une stratégie, on va dire, organique, où tu parles avec les gens sur Insta. Tu sais, c'est les premières choses en général que les gens conseillent, c'est de connecter avec les gens sur Insta de manière naturelle. Donc pour moi, même un petit peut faire ça pour l'aider, mais après, il peut aussi évidemment faire sans. Et sinon, aujourd'hui, tous ceux qu'on accompagne qui font 10, 15K, 20K par mois, ils font tous de la pub. Ouais. C'est même le levier numéro 1 qui fait rentrer le chiffre, à part on a eu quelques-uns gros influx ou gros youtubeurs qui avaient entre 30 et 50% de leur chiffre qui venait de l'organique. Mais sinon, tout le monde aujourd'hui fait de la pub. Meta, Facebook et Instagram, du coup, tu touches tout le monde. Quasiment tout le monde a ça sur son appareil, sur son téléphone. Donc, c'est obligatoire pour tout le monde. Un peu de TikTok, un peu de YouTube aussi. Okay. YouTube Ads pour scaler. Donc, pour finir, pour conclure, je dirais tout le monde peut en faire, même les plus petits à petite dose. Et sinon, je dirais, dès que tu fais 10K, 10, 15K. Pour toi, faire de la pub. En fait, non, c'est pas il faut faire. Mais en tout cas, nous, tous ceux qu'on accompagne scale grâce aux ads. Ouais. Et ça pourrait être intéressant. Et pour moi, je trouve ça remarquable. Des gens comme toi, même si je crois que tu as fait un peu d'ads, mais qui arrivent à être... Ouais, les ads, c'est une grande histoire. Tu m'en avais parlé. Pas d'amour, justement. Mais ceux qui arrivent à scaler, justement, qu'en organique, je trouve ça magnifique. Et tant mieux, d'ailleurs. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour scaler, pour toucher du monde, surtout en continu, pour durer, bien sûr. Les pubs, ça reste le meilleur moyen de toucher ton public idéal. Ouais. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où en fait, c'est pour ça, moi, c'est des trucs que j'ai testés, que je repense, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu postes un contenu en organique, faire un réel, un post, n'importe quoi, pour que ce contenu touche 20 000 personnes, il faut déjà une certaine audience, il faut des compétences et tout. Alors que en face de ça, avec de la pub, tu aurais à mettre X euros pour les toucher, quoi. Donc c'est sûr que c'est un très bon accélérateur de te dire, en fait, si j'ai pas envie de m'emmerder, entre guillemets, ou en complément de l'organique, si je veux toucher 200-300 000 personnes par mois, à coup sûr, j'y arrive. Il y a vraiment cette notion de je pourrais à coup sûr toucher ces personnes-là, alors qu'en organique, t'es jamais vraiment sûr. Les gens qui te vendent en organique, tu vois... C'est ça, t'achètes les impressions. C'est ça. Donc, il y a une prédictibilité, comme on dit, c'est un mot à la mode. Mais c'est vrai, du coup, tu imprimes des publicités sur Insta ou sur Facebook dans le feed des personnes. Et en général, quand tu fais un bon ciblage, et aujourd'hui, Facebook est de plus en plus puissant pour ça, eh bien, tu tombes sur les bonnes personnes et tu montes le message que tu souhaites, quoi. Et pour toi, est-ce que c'est pertinent ou important d'avoir au moins une base d'organique ? Ou par exemple, demain, je me lance, je viens de démarrer il y a genre 3 jours, je fais de la pub.
Je pense que c'est de plus en plus important d'avoir de l'organique, parce que vu que la concurrence est rude, il y a les CPM, donc les coûts par 1000, c'est le coût pour afficher 1000 impressions en fait qui augmente. Il y a de plus en plus de concurrence. Avec les formations et la facilité d'accès, il y a de plus en plus aussi de personnes qui font de la pub. Et donc du coup, ça va coûter cher. Et l'organique, c'est un petit peu comme ton trésor, tu vois. Si demain, admettons, Meta, il plante, t'auras toujours c'est comme ta base email, t'auras toujours trésor de guerre, les vues que tu peux avoir grâce au trafic organique. Donc en fait, je conseille à tout le monde d'en faire. Par contre, tu peux commencer sans rien, être personne et faire des ads. Ouais, parce qu'il y en a plein du coup qui le font. Ça pose aucun problème, tu te crées une page Facebook, le compte Insta, t'en as même pas besoin au début. D'ailleurs, je l'ai déjà fait il y a pas longtemps pour un side business, avec une offre où du coup c'est moi qui montrais ma tête, mais on a créé le nom. J'ai enregistré les vidéos en 1 heure, les pubs ainsi que la VSL, donc une vidéo de présentation, vidéo de vente. Et donc j'avais ni page Facebook ni compte Insta. Ma tête est pas trop connue. J'ai lancé les pubs, j'avais des prospects, j'avais des rendez-vous, tu vois. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, je conseille pas du tout de faire que des ads. Il faut développer ta communauté et faire du trafic organique, parce que en plus aujourd'hui, avec la concurrence qui augmente et le fait que de plus en plus de personnes en fassent, il faut monter le capital confiance et autorité. Ouais, bien sûr. Et ça, pour ça, une fois que les gens tombent entre guillemets dans ton tunnel, dans ton écosystème, ils vont être nourris par le contenu que tu vas leur apporter pour que tu deviennes quelqu'un de légitime et que, à leurs yeux, quoi. Ça, je trouve, justement, tu vas me donner ton avis, mais je trouve que c'est un truc qui a quand même beaucoup changé au fil des années en ce qui concerne la pub de manière générale. C'est qu'en fait, avant, j'avais l'impression que tu balançais tes pubs, tu avais ton tunnel, ou même des fois même pas, tu vois, ils balançaient direct les produits, ça vendait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important d'avoir une grosse vision globale, un écosystème où en fait, tu fais de la pub, mais en même temps, tu crées du contenu parce que les gens vont venir de la pub te découvrir, etc. Et aussi, tu bosses des tunnels de vente derrière pour essayer de maximiser la renta. Peut-être tu relances des produits et tout. Est-ce que tu vois comment la pub, ça a changé au fil des années et les strats marketing que tu dois mettre en place? Ouais, si tu veux, moi j'ai l'impression qu'en plus en 2024, ça va encore plus vite, ça s'accélère. C'est que tout le monde fait la même chose. Là, si tu veux, par exemple... Ils font quoi, les gens ? Donc, quand je dis de la même chose, c'est au niveau des tunnels de vente. Tu peux emmener sur un VSL, truc à la mode. Donc, on opt-in, on donne son email, on tombe sur une vidéo de vente, on propose un rendez-vous. Sinon, il y a les webinaires ou il y a les challenges, grosso modo, pour réduire le truc. Et vu que c'est accessible, que tout le monde le fait, là, dernièrement, si tu veux, on se rendait compte que les gens qui donnent leurs emails pour visionner une vidéo, t'en as un tiers qui ne la regarde pas déjà. Le comportement a changé. Parce que les gens donnent tellement de mails pour les vidéos. Ils sont habitués. Le webinaire, on sait qu'à la fin, on va se manger une offre, quoi. C'est la masterclass gratuite, mais payante, en fait. On sait qu'on va se manger une offre. Et donc, du coup, pour moi, là, le truc qui est en train de se mettre en place, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui feront la différence, c'est ceux qui ont l'écosystème. D'accord. Donc, les ads en continu, limite, ou même si c'est juste de la notoriété. Et ça, c'est un truc que tu conseilles. C'est-à-dire, demain, même, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des tunnels de vente et tout, machin, créer des ads, masterclass et tout. Au moins, je mets un peu de budget sur de la notoriété. C'est un bon truc. Franchement, oui. Alors, je sais pas, je le conseille en mode, fais-le, c'est important. Même si tu fais que de l'organique, je te conseille vraiment de le faire. Mais si tu peux, oui. Si t'as le budget pour. Tu vois, nous, on a 5 € par jour qui tournent en auto. Alors qu'on a plus de pub là, qui tourne en ce moment. Parce qu'on refait un funnel pour la rentrée. Et donc, du coup, ça déjà, le compte reste chaud. Là, tu vois, par exemple, j'ai une cliente je crois qu'elle a 200K sur Insta. Quand elle fait pas de promotion pour un événement particulier pour faire entrer de l'argent, elle fait de la pub. Là, on fait de la visite vers Insta, vers le profil. Avec un contenu. Là, on a 6 Reels qui tournent, qui sont des Reels qui ont bien marché. Ouais, bien sûr. Je cible des gens qui ressemblent à ses abonnés, en excluant les gens qui ont ses abonnés et qui ont interagi avec son compte. D'accord. Donc, on fait en sorte de montrer ses réels à des gens qui sont donc son prospect idéal en continu. Et en ce moment, j'ai regardé ce matin, on l'a fait pas longtemps, elle a des visites sur son profil à moins de 10 centimes. D'accord, ok. Tu vois, donc les gens, elle se fait découvrir malgré qu'elle ait une grosse communauté, elle peut monter à 500 000, 1 million. Et elle se fait découvrir à des nouvelles personnes en continu. Alors qu'elle fait beaucoup de trafic organique et qu'elle fait des milliers de vues par réel, tu vois. Ouais, mais c'est encore une fois, parce que je trouve que ce que les gens ont du mal à percevoir en fait avec la pub,
c'est que les gens vont avoir toujours le raisonnement de dire oui, mais la pub, ça coûte de l'argent. Et moi, je peux faire de l'organique. Sauf qu'en fait, est-ce que tu préfères dépenser 100 balles pour faire 100 000 vues ou bosser, 3 jours pour faire 10 réels? En fait, au final, tu peux te retrouver parfois à faire de la vue en organique au final, parce que c'est pas... c'est de la pub, mais en gros, c'est des gens qui te découvrent sur Insta naturellement, entre guillemets. Et je trouve que c'est grave pertinent de faire ça, quoi. Ouais, tu peux coupler les deux, faut juste apprendre, bien savoir le faire. Ouais. Et puis après, let's go, quoi. Et donc ça, c'est un truc qui a changé? En vrai, le truc qui a changé cette année, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence et que la pub coûte et coûtera de toute façon de plus en plus cher. Donc, obligé, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es obligé, tu fais des ads parce que tu as de la prédictibilité, tu veux faire entrer des gens dans ton funnel, donc tu achètes des prospects, mais les prospects voient de plus en plus de concurrents. Donc, ils sont obligés de se rassurer avec l'organique que tu vas faire. Bien sûr. Tu vois ? Et l'organique, tout seul, je connais très peu de personnes qui arrivent à en vivre convenablement. Toi, t'as un ovni. Mais des gens qui en vivent convenablement et qui arrivent à avoir une prédictibilité sur leur business. Oui, savoir, je vais faire ça tous les mois avec de l'organique. C'est quasi impossible. Par contre, ce qui est ouf, c'est que quand t'as de l'organique, tu monétises ton organique en faisant des ads. Ouais. L'un sert l'autre, puisque une fois que tu as fait du trafic organique, quand tu fais un post, tout le monde ne le voit pas. Il y a plein de gens qui t'ont déjà vu grâce au trafic organique. Il y a bien un moment, il faut leur montrer une offre. Et si tu fais que promouvoir tes offres dans tes stories ou dans tes reels, tu loupes tous les gens, je sais pas, peut-être au début, plus de 50% des gens qui vont pas tomber dessus, qui vont pas regarder ta story à ce moment-là. Tu sais, c'est l'algo qui décide. Alors qu'avec les ads, 100% des gens le voient. Ouais. Donc, ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Tout le monde fait la même chose. Et c'est accessible, mais comme ça coûte de plus en plus cher, faut avoir les moyens. Et de toute façon, les gens seront obligés de se rassurer avec le trafic, avec le contenu que tu vas leur donner en organique. Pour ceux, en tout cas, qui n'achètent pas ou qui ne deviennent pas clients en cycle court, eh bien, ils seront obligés de se rassurer. Et il n'y a rien de mieux que l'organique, un compte Instagram avec des réels, etc., où tu apportes de la valeur pour monter en confiance chez ton prospect, chez ton client, quoi. Ouais, sachant que c'est en plus, c'est un truc qui s'accentue et qui va s'accentuer, comme tu dis, parce que t'as juste à voir le nombre de formations sur le marché, qui plus est de mauvaises formations, pour te dire, en fait, les gens sont beaucoup plus réticents qu'avant, parce qu'ils sont fait, on en parlait avec un petit peu plus tôt, en fait, les gens se sont fait avoir une fois, peut-être deux, peut-être trois, puis en fait, avant qu'ils rachètent, ils vont suivre la masterclass, c'est cool, mais ils vont se dire, ok, sauf qu'en fait, il y a un mec, j'avais suivi la masterclass, j'avais acheté, et au final, ça n'a pas marché, donc toi, c'est peut-être pareil, machin. Et du coup, c'est pour ça que vous, au sein de l'agence, tu disais que vous avez recruté quelqu'un, justement, pour bosser aussi sur les funnels, parce que vous vous occupez aussi de ça, parce que ça a son importance, d'avoir le back-end, un funnel qui est bien rodé, et c'est pas juste, en fait, la pub, ça s'arrête à, ok, on voit passer une pub. Il y a aussi toute l'optimisation qu'il y a derrière. Ouais, au début, on nous demandait, du coup, de faire des lead magnets, c'est-à-dire tu vas télécharger un e-book, par exemple, sur les 3 méthodes pour investir correctement dans l'immobilier. Ensuite, tu déclenches une séquence email, etc. Et donc, on nous demandait tout le temps ça, etc. Donc, au début, soit tu as un partenaire, soit tu le fais toi-même. Et là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes doivent être super optimisés pour moi, hein, même s'il faut faire simple. Si tu fais rentrer quelqu'un dans un funnel, au début, c'est un prospect. Il va se manger du contenu, donc une vidéo, un webinaire, un challenge. Il va recevoir une séquence email. Et aujourd'hui, pour avoir un business qui fait, quand tu es coach ou formateur, qui fait 50, 100 cas par mois, et à un moment donné, tu es obligé de maîtriser toute ta donnée, tout ton funnel. Ouais. Et nous, on s'est mis à produire ça parce qu'on avait de la demande. Donc ça fait aussi un produit, on va pas se mentir, de plus à l'agence. Bien sûr. C'est que quand tu vends un funnel VSL, un webinaire, etc., tu peux vendre ça 3 000, 5 000, plus de 12 000 euros pour certains funnels. Ça fait rentrer de l'argent. Et c'est surtout que du coup, ton client, tu maîtrises en fait l'acquisition de A à Z. Ouais. Bon, c'est toi qui es en tort si ça marche pas, par contre. Si ça marche pas. Mais c'est justement, je trouve que c'est hyper pertinent parce que pour avoir discuté avec des amis à moi qui faisaient de l'agence, notamment e-commerce, où en fait, ils ont pas la main mise sur le back-end. Bah en fait, le problème, c'est que toi, tu gères juste le front et les ads, mais en fait, si l'offre, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Même si tes offres sont bonnes, quoi. Il y a aussi ce truc-là, c'est que ça arrive encore de temps en temps. On te prend pour faire des ads, que les ads. Bah ouais. Tu envoies l'acquisition. Nous, on sait reconnaître quand il y a des challenges de coût par lead ou de ciblage. Quand tout est parfait en acquisition, on le sait aussi, quand tout est presque parfait. Donc l'acquisition, t'es irréprochable, t'amènes les bonnes personnes au bon endroit. Sauf que la personne, elle est inconnue. L'offre, la proposition de valeur, elle est bof. Ouais. Et derrière, ça ne transforme pas comme tu veux. Si le mec ne sait pas se remettre en question, heureusement, on a la chance de travailler avec des gens intelligents. Oui. Mais si le mec ne sait pas se remettre en question, ça va être de ta faute et de la publicité. Ouais. Alors que c'est tout ce qu'il y a derrière.
Et j'aime souvent dire, d'ailleurs, à ce sujet, tu vois, que nous, on est vraiment que le moyen, on n'est qu'un moyen de mettre une personne devant une phrase. C'est le H1, c'est la proposition de valeur. Et une tête. Ça fait aussi un peu la diff quand t'es sympa que quand t'as un connard. C'est comme si t'étais Insta et tu permets aux gens d'avoir du trafic sur leurs offres. Et donc, si le moyen, c'est-à-dire nous, le tunnel de vente et la publicité, donc ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait des ads, des angles marketing, une qualité, etc., des images, un tunnel, c'est beaucoup de choses. Si ce moyen-là n'est pas parfait, derrière, dis-toi qu'il y a encore la proposition de valeur, l'offre et la vente. Oui. Et tu vois, c'est une énorme aussi partie du travail d'avoir quelque chose, une offre sexy, on le dit jamais assez, et ensuite d'avoir les gens au téléphone et de leur vendre quelque chose. On travaille beaucoup avec des coachs formateurs qui font du high ticket, donc au-dessus de 1 500 € en termes de programme ou d'accompagnement. Et là, du coup, après, il y a toute cette partie-là qui est très importante. Une bonne équipe de vente, le chiffre s'appelle du simple au double. Donc tu vois, si nous, qui ne sommes qu'à le moyen, on n'est pas parfait, ça met déjà des bâtons dans les roues. Et donc, pour être parfait, au-delà de faire des ads, petit à petit, on s'est entouré de high players, comme on dit, sur la partie copywriting, funnels, tracking, automatisation, pour que la personne, on puisse lui livrer quelque chose de presque parfait. Et surtout, si elle l'a déjà, de la conseiller et d'optimiser. En fait, qu'elle a déjà. Grossièrement, vous êtes passé de agence ads à agence marketing. Où en fait, tu es en train de couvrir tout le parcours nécessaire pour qu'un client il rentre dans une ads et il ressorte et qu'il achète, quoi. Et du coup, en ayant vu tout ça, c'est quoi les trucs qui ressortent en termes de back-end qui sont pour toi les plus pertinents quand on vend de la formation, l'infoproduit? Est-ce que les funnels courts, VSL, c'est quoi pour toi le truc où tu dis, ok, si demain tu fais de la formation, c'est un format, nous en tout cas en interne, qui marche bien pour vendre, quoi? Pour du high ticket? Pour les deux. Alors, j'ai envie de te dire, tout fonctionne, encore une fois. Bien sûr. Surtout qu'on a déjà testé pour les mêmes clients, webinaire, ça marchait pas, challenge, ça fonctionne, ou l'inverse, et la VSL va avoir des leads un peu moins qualifiés, mais en plus de volume, et donc si tu arrives à closer derrière, c'est plus pertinent, parce que tu as un apport de lead en continu. Il y a un truc, c'est les low product, low ticket. Donc pour moi, c'est tout ce qui est en dessous 50 €. Ça peut être 7, 9, 17, 27, 37, les prix en 7, 47. C'est d'or. J'ai un pote qui fait ça, qui est assez calé là-dessus. Ça marche quand même sur le marché français. C'est de faire rentrer quelqu'un dans un funnel low product et lui donner tellement de valeur et d'informations pour ce prix-là que le mec il se dit, s'il m'a donné ça à ce prix-là, qu'est-ce qu'il va me donner quand il me fera payer plus cher? Et ça, en fait, si tu fais bien le truc, ça te fait, même en faisant des ads, il y en a qui le font en organique, enfin on peut faire les deux d'ailleurs, mais même en ads, tu peux avoir du ROI et être rentable là-dessus. D'ailleurs, tu vas proposer un upsell ou un produit à abonnement. Donc tu vas aller chercher du MRR, du revenu mensuel. Et ensuite, tu crées une communauté. Et là, une communauté, c'est de la valeur, tu vois, c'est monétisable. Et dans cette communauté, ceux qui ont des challenges spécifiques sur tel ou tel sujet, tu vas aller les piocher pour leur proposer un programme là, high ticket d'accompagnement. Il y en a qui mettent en place cet accompagnement-là, c'est assez incroyable parce que c'est complet de A à Z. Sinon, sur ta question de ce qui fonctionne le mieux, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde fait VSL, webinaire, challenge. Donc pour moi, il faut tester, faire ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Il y en a qui adorent faire 1h30 de live. Là, j'ai rentré par exemple une cliente qui est assez, entre guillemets, un peu connue sur YouTube. Elle veut pas du tout faire de live. C'est mort. Ni prendre le temps, ni mettre cette énergie-là. Donc on va essayer la VSL. Donc ça dépend du business. En gros, ça rentre dans 3 grandes catégories, quoi, plus ou moins. C'est la VSL, le live ou le... Enfin, le live, quand tu dis live, c'est le challenge? Non, le webinaire, c'est live, c'est une fois. Le challenge, c'est sur 3-5 jours. Mais c'est en live, par contre? C'est en live aussi. Pas préenregistré? Il y en a qui le font en enregistré. J'ai par exemple, là, j'ai des clients qui font 6 chiffres par mois. Ils ont fait un challenge 3 jours, ils étaient pas là. Et c'était en vacances, on l'a tenté. et ils ont cartonné. Mais là, c'est un faux live, du coup. Et on est quand même présent dans les commentaires pour répondre aux questions. Oui, bien sûr, Donc, c'est un live. C'est un vrai faux live, quoi. C'est un vrai faux live. Mais je considère que c'est dommage, en fait, de pas se montrer 1h30 par semaine ou par mois, selon la récurrence, voire 2 heures, quand on voit l'argent que ça rapporte en face. Quand t'as que ça à faire, tu vois, c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, ça serait dommage quand même, t'as que ça à faire, c'est le live, l'énergie pendant ces 2 heures, et après l'argent elle tombe. Et par contre, parce que dans les 3 formats, on a quand même des choses qui sont... entre guillemets énergivores, mais dans le sens où
Bon, la VSL, c'est préenregistré. Les 2 autres, c'est en live. Mais du coup, est-ce que pour toi, les formats type masterclass préenregistré, genre 30 minutes, une vidéo de 30 minutes avec une page de vente, quelques emails de relance derrière, c'est des trucs qui sont pertinents, ou est-ce que justement tu estimes que aujourd'hui, par rapport au marché, ça a déjà été trop vu et peut-être que ça marche un peu moins? Je pense que c'est encore pertinent, hein, ça fonctionne encore. Je pense qu'on a entre 5 et 10 clients qui font de la VSL et qui vendent. Le seul truc, c'est si tu vends du call ou du petit produit, ça dépend de quoi tu parles. Pour vendre du call, oui, donc des appels téléphoniques, oui. Et après, en fait, ça dépend du degré de qualification que tu souhaites pour tes clients. Ouais. Par exemple, une VSL courte qui est un peu à la mode, 7-12 minutes, tu vas aller chercher quelqu'un dans le cycle de vente qui a un niveau de conscience élevé. Okay. Il est limite déjà à la recherche d'une solution ou d'un produit pour répondre à sa problématique. Là, ça va être pertinent, tu vas avoir plein de calls, mais ils seront moins qualifiés. Alors qu'un webinaire, par exemple, là, sur du webinaire ou sur du challenge, quand les gens, tu les as éduqués pendant X minutes, voire heures à la fin, et qu'ils ont réservé l'appel téléphonique, là, tu peux aller chercher 20, 30, 40% de taux de closing. Tu peux revenir, parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important, au-delà de l'ADS, mais même en termes de marketing, justement là-dessus, sur en gros, parce que tu as sur les catégories de profils, c'est-à-dire unaware, aware et solution aware. Ça, en gros, tu vois ça comme un entonnoir comme ça. Ouais. Ceux qui sont en haut, ils sont même pas au courant de leurs problèmes. On va devoir les sensibiliser. D'ailleurs, ça peut se faire aussi grâce aux pubs de notoriété. Bien sûr. Tu vois, ou de trafic un peu avec Facebook. Tu peux jouer sur ce truc-là. C'est type... je grossis les traits, mais en mode attention, la cigarette, c'est dangereux, tu vois. Ouais. C'est en mode on sensibilise sur le problème qu'ils ont, mais ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème. Et quand tu vas leur montrer une pub ou ce message, ils vont se dire ah ouais, c'est vrai, tiens, ça me faisait chier ça la dernière fois. Ouais, tu vois, ils ont c'est quand même au fond de leur tête, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai un confrère qui fait ça, qui s'amuse à faire des pubs d'abord de notoriété pour sensibiliser. Ensuite, ceux qui regardent, par exemple, 3 secondes ou 15 secondes de ces pubs-là, il les recible avec une pub justement sur le moyen, sur la solution qu'il apporte, ou un lead magnet, par exemple. Et ceux, du coup, qui téléchargent ce lead magnet parce qu'ils sont intéressés par résoudre ce problème, il les recible avec d'autres pubs bien spécifiques pour aller sur de la vente, pour aller sur de l'appel. Donc, il s'amuse à jouer sur les niveaux de conscience aussi avec ces pubs. En vrai, Facebook le fait déjà tout seul avec l'IA, mais on peut tenter ce genre d'approche, c'est intéressant. Et donc, ça, c'est tout simplement que le niveau de conscience d'un prospect est plus ou moins élevé. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai une problématique, je veux m'acheter une voiture, j'ai déjà été sur le bon coin, j'ai déjà fait des recherches. Si demain, je tombe sur, par exemple, je cherche un break, je fais une bêtise, si demain, je tombe sur la pub du break qui est remisé et qui me plaît, je serais prêt à acheter, tu vois. Ouais. Alors que quand j'avais ma femme qui était enceinte, là, c'est si j'étais tombé sur une pub sur la famille va s'agrandir, est-ce que vous avez pensé à la suite ? Là, je me dirais seulement ah mais c'est vrai, oui, dans 9 mois, il y a quelqu'un qui arrive, il faut que je pense à ça, tu vois. Donc le niveau de conscience, c'est vraiment ça, et du coup, c'est valable dans toutes les affaires, tout le commerce du monde, quoi. Bien sûr. Et surtout, du coup, quand tu vends des produits en ligne, il y a des gens qui sont prêts à acheter, qui n'attendent que le bon produit. Il y en a d'autres qui sont pas encore au courant qu'ils ont un problème. Ouais, mais je trouve que c'est hyper important d'insister dessus, même en termes après, comme tu dis, dans tes pubs, mais aussi dans tes VSL, dans tes webinars, dans tes challenges, en gros, de bien prendre le parcours au complet. Enfin, ça dépend, il y en a qui vont te dire, au final, on s'en fout de ceux qui n'ont pas conscience du problème, mais je trouve que c'est important de comprendre le parcours complet et qu'il faut en fait que tu t'adresses à tous les niveaux de conscience. Parce que faut arriver à amener la personne... Alors... Ça dépend. Ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Oui. Et ça dépend de ta strat. De base, on s'en fout. Tu prends ceux qui ont le niveau de conscience que tu veux par rapport à ce que tu proposes, tu vois. Ouais. Donc, si tu vois, si c'est de la VSL, surtout les VSL courtes, t'as pas le temps d'éduquer quelqu'un en 7-12 minutes. Donc là, tu t'adresses que aux personnes qui sont à la recherche de la solution, qui ont un niveau de conscience élevé. Ouais. Après, tu peux faire des masterclass un peu plus longues, 15, 25, 35 minutes, où tu vas prendre même 40 minutes, tu vois, même si c'est enregistré, où tu vas prendre le temps d'éduquer, etc., etc. Donc, en fait, c'est très difficile ce que tu dis, d'éduquer les personnes sur chaque niveau de conscience. Ça, par contre, tu peux le faire avec une stratégie bien précise d'ads ou de contenu organique. Ouais. Mais au moment où tu push, tu envoies sur un tunnel, je pense que ce tunnel, il doit être connecté vraiment avec un moment précis de là où la personne en est dans son parcours, tu vois, d'achat. Ouais, comme ça, toi, tu arrives dans ton argumentaire
à prendre les personnes au bon endroit et à les amener. T'es en plein dedans, quoi. Dès que ça fait tilt dans sa tête, c'est bon, t'as gagné. Ok. Si demain, admettons, voilà, j'ai envie de faire de la publicité, j'ai envie de bricoler un peu des trucs moi-même, c'est quoi pour toi, genre, le truc simple que je peux lancer, que je peux mettre en place assez facilement, tu vois, ça mène pas peut-être des résultats de ouf, mais au moins, je peux un peu bricoler moi-même en démarrant. Pour avoir des prospects, ou vendre, ou des appels? Je sais pas. Tu sais pas? Genre, j'ai mon business et je me dis, j'ai envie de faire de la pub, mais je sais pas trop, tu vois. T'as combien de budget? Mettons 200 balles par mois. 200 balles par mois. Ça fait combien? Ça fait 5, 7 par jour. 7 par jour. Ouais, tu me c'est pas beaucoup. À 300, ça fait 10 par jour. Franchement, si t'as un truc à vendre en ligne et que t'as que ce budget-là... Admettons, je vends des formations à 50 balles, tu vois. Enfin, j'ai une fourchette large, mais on va dire que mon prix d'entrée, c'est 40-50 balles. Je vends des formations et voilà. Pour moi, tu fais de la notoriété, du trafic, soit du Facebook Form. C'est quoi ça? Facebook Form, c'est, tu sais, t'as pas besoin de tunnel de vente, c'est dans Facebook, t'as un form qui pop. Donc la pub Facebook Form, c'est, t'envoies souvent sur les pubs de panneaux solaires ou autre, c'est du lead gen, génération de prospects. Donc en gros, c'est tu fais un message, tu parles d'une problématique, d'un point de douleur, etc., ou du bénéfice. Le mec il clique, il y a un formulaire qui s'ouvre, et si tu ne poses pas des questions, maintenant tu peux même t'amuser en fonction de la réponse à faire un parcours, mais tu peux faire en sorte qu'il n'y ait que la promesse, reçois ton guide gratuit sur X, nom, email, téléphone. D'accord. Il va enregistrer, donc il n'est pas sorti de Facebook, il va cliquer, et toi tu reçois, du coup, dans ton CRM Facebook, tu vas recevoir les prospects. D'accord. Donc ça, à partir de 5 € par jour, c'est pertinent, tu auras des prospects, ensuite tu les appelles. D'ailleurs, quand j'ai commencé en freelance, j'ai fait ça. Je savais même pas ce que je racontais, je mettais besoin d'aide sur vos pubs, besoin de services Facebook et tout. J'avais fait une pub où je m'étais enregistré sans micro à l'époque, donc t'entends le son, tu sais, les vieilles pubs où ça résonne là, avec le téléphone, avec un ancien téléphone et tout. Et j'avais des leads, donc je tombais sur plein de curieux, sur des mecs qui étaient pas intéressants, mais de temps en temps, il y avait une personne qui était intéressée par la pub. Et là, si t'es bon, que t'es sympa et que t'as envie, tu trouveras des clients. Donc point numéro 1, Facebook Form. Point numéro 2, de la noto, du trafic vers ton compte Insta pour aller chercher des interactions et des visiteurs. Et là, t'engages avec eux dans les DM. Pareil, là, si demain t'as 0, que tu cherches 1000 €, sinon ta petite sœur elle va mourir, je te dis une connerie. Les 1000 €, tu les trouves dans les DM Insta. C'est obligatoire. Même si c'était 10 000, admettons. Parce que là, tu vois, même je le fais pas, donc c'est le fameux setting, la prospection / qualifier des prospects avant d'aller les convertir vers un appel ou vers de la vente. Eh bien, les gens qui interagissent, qui aiment tes contenus sur Instagram, c'est forcément qu'il y a plus de chances qu'ils soient intéressés que d'autres. Et si tu connectes avec chacun d'entre eux, encore une fois, que tu es bienveillant, que tu es humain et que tu as envie et que tu veux l'aider, la personne, même au début, sans lui demander d'argent, tu vas créer du lien, tu vas créer des connexions. Et même si tu ne vends pas tout de suite, en plus, tu le vendras dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, je ferai ces deux choses. En plus, je trouve que c'est peut-être pas la forme idéale, tu sais, quand on dit oui, vendez des formations en ligne et puis vous générez des revenus passifs, machin. C'est sûr qu'au début, on se dit putain, je vends des formations en ligne à 50 balles et je passe mes journées dans les DM. Mais par contre, pour le coup, qu'on vende du service où il faut prendre les gens au téléphone et leur vendre un service ou qu'on vende de la formation, même à 50 balles, 100 balles, 200 balles, en fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Enfin, pour moi, c'est la meilleure façon de vendre. C'est la façon la plus personnalisée. Et tu auras les plus beaux taux de conversion que tu auras, c'est souvent ça. Plutôt que, justement, comme on disait, en plus, ça demande beaucoup de taf et de compétences de faire le tunnel, le back-end, le machin, le truc. Si tu as envie vite fait de tester ton offre et de rentrer de l'argent rapidement, sans trop te prendre la tête, avec des tunnels et des trucs complexes, tu fais ça, tu convertis les gens par DM. Et même si ils prennent pas d'appel, tu rediriges vers ta formation, t'envoies un petit coupon valable 24 heures, tu vois. C'est à la mode, en ce moment, ça s'appelle le social funnel. Ouais. T'as vu cette année, ça s'appelle le social funnel. Ça fait longtemps que ça existe et que beaucoup le font, mais c'est juste que en plus, vaut mieux faire ça. Déjà que si tu vends à 50-100 balles, tu vois, ton temps au début, il est pas bien valorisé, donc que de faire un funnel dégueu, quoi, en plus. Ouais, c'est sûr. Tu vas prendre une formation, tu vas essayer de faire un truc sur un builder, peu importe lequel, et puis ça va être moche. Vaut mieux avoir un joli compte Insta, avoir mis les efforts sur Insta, connecter avec les gens. Je suis d'accord. Que voilà. Ok, donc demain, je lance ça et je vois ce que ça donne. T'appelles les gens, tu auras des gens à appeler, et puis surtout, tu vas recueillir aussi leur feedback, leurs problèmes. Pour améliorer ton offre et aussi ton discours.
et la manière dont tu leur parles, et ta promesse, tu vois. Ok. Pour toi, c'est quoi le truc, donc au-delà de mettons, là on clôt le sujet si je me lance et tout, c'est quoi le truc important justement avec la publicité? Si tu devais regarder, bon, il y en a plein, je sais très bien, mais si demain tu devais conseiller quelqu'un qui fait de l'ADS, le truc aujourd'hui qu'il faut regarder, qui fait la différence, ça peut être une KPI à suivre, ça peut être une bonne pratique, ça peut être autre chose. C'est la créative. Ok. C'est la créative parce que la créative, c'est les visuels, quoi. Ouais, le visuel, ouais. Le visuel, que ça soit image ou vidéo, mais je conseille quand même plus la vidéo parce que c'est ce qui fait le ciblage. Ok. Et c'est aussi la seule manière de faire baisser ton CPL, ton coût par lead, s'il est élevé au départ. Et en fait, tu vois, ta pub elle va aller dans une poche d'audience. Et si tu veux scaler, si tu veux toucher de plus en plus de personnes ou améliorer tes performances, tu es obligé d'avoir beaucoup de créative. Ensuite, nous, tu vois, on fait beaucoup de tests. Et tu te doutes bien que quand tu demandes à ChatGPT, par exemple, pour t'aider ou autre, des points de douleur de ta cible, quand tu as rentré ton prospect idéal ou des bénéfices, il y en a, tu peux en lister 30. Ouais, donc tu peux faire 30 Tu as 30 tests. Ouais. En plus, sur les 30 tests, admettons qu'il n'y en ait que 30, hein, il y en a plus à faire, mais tu as aussi les hooks. Et ça, c'est le plus important dans une créative, c'est les 3 premières secondes. Mais vraiment, dis-toi en termes de stats que il y a seulement 30, quand tu as une bonne créa, il y a seulement 30% des gens qui regardent au-dessus des 3 secondes. Ouais. Okay. Donc, ça peut monter à 40, 45 si t'es bon, mais donc, ça veut dire qu'il y en a 70% déjà qui scrollent. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas tes prospects, c'est pas tes clients. Ensuite, ceux qui regardent 15 secondes ta vidéo, on tombe à 5, 8, 10%, 8%. Et 15 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, tu vois. C'est très rapide. Donc, ça veut dire que le plus important, c'est ta créative, et si tu descends en dessous, c'est le hook. Okay. Et là, pendant les 3 premières secondes, sachant que tu as 30 angles à tester, on est parti sur ce chiffre-là, et bah, tu as au moins 3, 5, 10 hooks. Donc ça même fait si tu gardes les mêmes, pubs, même si ça fait plein de combinaisons. Ouais. Et nous, notre job, c'est de mettre ces combinaisons-là dans la machine, de regarder après les métriques et de savoir quels sont les bons, les moins bons en face avec le degré de qualification du prospect. Parce que c'est très facile de garder 80% des gens sur ton hook avec un truc what the fuck. On l'a fait une fois avec les mèmes, tu sais, les images mèmes. Ouais. En plus, on avait caché un truc, tout le monde cliquait. Donc, on s'est tapé, au lieu d'être à 1,5% de taux de clic, on s'est tapé du 8-10, mais que des prospects pas quali. Bah oui, ok. Et en plus, ça flingue ton pixel. Donc tout ce que je te dis là, les tests, la vidéo, la créative avec le hook qui va, faut mettre en face la qualité du lead que t'attires. Ok. Voilà. Et c'est quoi, du coup, par rapport à tous ces tests, pour toi, les meilleurs créas qui ressortent et les meilleurs hooks? Les trucs où tu te dis, ok, si t'as une trame à donner... Dernièrement, on a eu des bons résultats et on a réussi à faire baisser les CPL avec tout ce qui est situationnel, en mode micro-trottoir, t'interromps quelqu'un dans la rue, plus c'est naturel. De toute façon, la règle, c'est une pub, faut qu'elle n'ait pas l'air d'une pub. D'accord, ouais. Donc, plus t'as l'impression de scroller dans le feed et de pas sortir du truc, quoi. Donc, quand il y a un peu de fun et une situation où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, là, déjà, t'as passé les 3 premières secondes, t'as gagné, entre guillemets. Quand le mec t'a regardé plus de 2, 3, 4, 5 secondes, t'as gagné. Et ensuite, il s'intéresse, parce que la pub, de base, va quand même cibler des gens qui sont censés être intéressés un minimum par le service. Ouais. Le seul truc, c'est juste de les garder sur ton ads. Sinon, c'est ton concurrent qui va le faire. Donc, en fait, quand t'as déjà gagné les 3, 4 secondes, il t'écoute. Là, il y a plus de chances déjà que tu récoltes le clic. Donc, pour ça, il faut être original. Après... Il y a des ads où tu regardes la caméra comme ça qui vont avoir autant de résultats qu'une autre où tu fais du micro-trottoir, par exemple. Là, cette année, 2024, c'est vraiment la mode du micro-trottoir. Tout le monde en a fait dans tous les sens. Et en fait, comme c'est un peu what the fuck sur les situations, il y en a qui font des trucs aussi assez marrants. Tu te demandes ce qui se passe, tu regardes. Faut juste faire attention parce qu'il y a des bons hooks et il y a des mauvais hooks. Et en fait, si t'attires, par exemple, une fois, on a fait un truc... reportage, comment ça s'appelle, les trucs sur confession intime. Ouais. Donc c'était pas ce nom-là, mais c'était un hook en mode sur une situation d'une famille un peu cassos, machin, voilà, bizarre pour un truc dans l'immobilier. Mais du coup, il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires, mais du coup, c'était les mauvaises personnes qui cliquaient dessus. Ouais. C'est tombé dans des poches d'audience où les gens étaient moins quali. Par contre, comme ils se disaient, peut-être l'investissement immobilier, je vais quand même me renseigner, ils allaient quand même sur le Webi, et il y en avait certains qui prennent quand même des rendez-vous. Ouais, mais par rapport, du coup, c'est parce qu'il y a l'effet de volume où il y a des retombées. Je pense que c'est la créa qui fait un mauvais ciblage.
Oui. Mais dans ce mauvais ciblage, il y a quand même des gens intéressés par ton service, sauf que quand après tu les as en call, tu vois bien qu'ils soit ils ont pas moins d'argent, pas d'argent. Ils sont rentrés, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc, du coup, faut se méfier, en fait. Encore une fois, faut toujours mettre en face la qualité de ton prospect, de ton appel, de ton client final, parce que c'est très facile de faire du clickbait. Donc, en gros, forcer le clic pour avoir tous les touristes du monde ou des CPL moins chers. Mais nous, on met toujours en face la qualité du lead, parce que faire baisser du CPL, on sait faire. Ça peut même aller du simple au double. Par contre, il y a un moment donné, si tu veux du lead qualifié, tu as une sorte de plateau sur lequel tu es, tu sais qu'en fonction de la concurrence, ton coût par lead qualifié, c'est celui-ci. Bah après, le but, c'est de le maintenir quand tu scales. Le faire baisser, souvent rimera avec faire baisser la qualité. Une fois que tu as fait, même si les tests se font évidemment en continu, il faut tout le temps être en train de tester, etc. Des fois, tu as des belles surprises, mais il faut toujours mettre en face la qualité, quoi. Ouais, donc en gros, on essaie d'avoir des trucs créatifs, mais on perd pas. De toute façon, c'est comme un... En vrai, c'est un peu la même nature que quand tu crées du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont trop contents de faire 2-3 millions de vues sur Insta, mais faire 2-3 millions de vues dans une thématique qui est pas... alors, qui est niche souvent, par exemple, ou même des thématiques qui sont pas hyper larges, souvent, c'est un signe que t'as tapé au mauvais endroit, quoi. C'est ça. Faut garder en ligne de mire. Ouais. Genre ce que tu cherches vraiment. Ouais. Donc, en gros, on essaie de se dire, je sais pas, moi, je suis dans telle thématique, comment je peux choper un angle créa, mais qui va quand même parler à cette personne. Par exemple, comment je peux faire un micro-trottoir what the fuck, mais qui va parler... Tu sais, me mettre dans une situation qui va parler, une situation drôle qui va parler qu'aux gens qui sont intéressés par ça, tu vois. Ouais. Je sais pas, je fais de l'IMO, ou du moins, il faut que tu sois sûr que ça leur parle. Ouais. Et à l'inverse, par contre, que ça parle pas à d'autres gens que t'as pas envie de cibler, tu vois, d'aller chercher. Tu vois, donc, et encore une fois, après, c'est le test. Testing, toujours mettre en face les créas que t'as, le coût par lead et les clients à la fin, la qualité des gens. Et toujours tester en continu, quoi. Et en termes de KPI, c'est quoi les KPI que tu traques et qui sont beaucoup, j'imagine, mais genre, c'est quoi pour toi les KPI les plus importantes en termes de tracking quand on fait des campagnes? Alors, c'est simple. Ton coût par lead, le coût que te coûte un prospect, c'est l'association du CPM, le coût par 1000 impressions, ensuite du CTR. Sur ces 1000 impressions-là, combien il y en a le taux de clic, du coup, sur la créa, ça t'amène des visiteurs sur ton tunnel de vente ou sur ton formulaire. Et donc là, c'est sur ces visiteurs combien te donne l'email. Donc, c'est le taux de conversion de ta page. Donc, le coût par lead, c'est l'association de ces trois CPM, CTR, taux de conv. Donc, du coup, ça te dit aussi des indices sur quoi il faut travailler pour avoir un coût par lead faible, mais en maintenant la qualité. Et une fois que tu as ton coût par lead, bah, ça dépend ce que tu vends derrière. Si tu vends de l'appel, le coût par appel, etc. Et ce qui compte dans tous les cas, c'est le ROI à la fin. Hein. C'est la rentabilité. C'est le ROI, c'est le numéro 1. Tu vois. Mais quand tu vas un petit peu à l'intérieur sur ta question sur les KPI, c'est évidemment le coût par lead. Et du coup, quand tu descends un peu plus bas, bah, si tu joues les CPM, c'est très compliqué. C'est en fonction de la concurrence, de ta note, etc. Donc très compliqué de les faire baisser, même s'il y a des techniques pour. Et après, c'est le taux de clic. Donc le taux de clic sur tes créas, tu peux passer de 0,6, 0,8 à 1,3, 1,4. Si tu fais ça, tu as le double de prospects, donc coût par lead est divisé par 2. En fait, chaque métrix, quand tu l'améliores, à la fin, fait diviser ton coût par lead, ton coût par appel, et donc augmente ton ROI. Ouais. Mais c'est important, pour ça que tu mentionnais tout à l'heure, que vous gérez ça en interne. Faire de la pub sans traquer chaque étape, c'est même pas la peine. Au-delà, du coup, comme tu disais, ça s'arrête pas qu'à la pub, parce que tu as tout ce qu'il y a derrière sur le tunnel de vente. Il faut savoir le taux de conversion de ta page d'inscription, le taux de conversion de ton tunnel, etc., pour savoir en gros combien tu mets d'argent dans la machine. Et comme tu dis, des fois, gagner 10%, en fait, si tu gagnes 10% à chaque étape, sur 4 étapes, c'est pas plus 40%. En fait, c'est peut-être plus 80%, parce que c'est 10 fois 110%, quoi. Souvent, on a des clients qui sont à l'aveugle, enfin, de temps en temps, parce que maintenant, ils sont quand même tous quasiment sérieux. Mais du coup, quand tu arrives avec le tableau et que tu rentres, donc depuis le moindre euro dépensé jusqu'au ROI, à chaque étape, par exemple, le taux de conversion d'une page, donc le H1, la fameuse promesse, fait changer le taux de conversion. D'ailleurs, les gens, souvent, ne regardent que ça. Est-ce que c'est pour moi? Ils mettent prénom, email, ils opt-in. Et donc ça, faut toujours être en A/B testing, faut toujours tester. Parce que tu le fais passer, donc des fois c'est compliqué, tu galères. Par exemple, admettons que tu es à 10%, tu peux être à 50%. Hein. Nous, on a déjà fait des trucs clickbait, même on est monté à 60%. Mais quand tu es à 10-12, que tu galères, d'ailleurs, il y a un funnel dernièrement pour un client qu'on a refondu 2-3 fois, même en design et aussi sur les promesses. Tu montes à 18, c'est ce que tu disais juste avant. Tu as déjà 60%, donc ton coût par lead baisse de 60%. Tu vois. Donc si tu as ça, plus tu vas gratter un peu de CTR, etc. Et du coup, sur tout vraiment le tunnel, jusqu'au coût par appel, au taux de ghost, tu sais, quand tu as des gens qui réservent des appels,
T'envoies des emails, des SMS pour les prévenir, mais tu peux aussi leur envoyer de la valeur. Un exemple avec quelqu'un qui est dans la même situation qu'eux, qui a réussi, des témoignages pour qu'ils viennent à l'appel, etc. Et quand tu agis sur chacun vraiment de ces métriques, parce qu'il y en a des dizaines, et bien à la fin, évidemment, ça peut aller du simple au double aussi sur les résultats et sur le ROI. Ok. On va terminer avec une dernière question. C'est quoi du coup pour toi l'avenir de la pub ? J'espère que ça pourra continuer, sinon je vais perdre mon taf. Je pense que ça va continuer d'augmenter. De quoi les coûts. Les coûts, ouais, okay. les coûts. Parce que de plus en plus du coup de concurrence. De concurrence, et puis puisque fait Zouk, il mange bien. Okay, ouais. Il mange dans des bons restos. L'IA. Okay. L'IA, c'est un truc de fou. Tu l'utilises déjà ? Le machine learning, Facebook, si tu veux, il apprend. Aujourd'hui, si tu veux, pour grossir, tu fais des créas avec juste ton téléphone, un bon micro. T'es nul, t'en fais 30. Ouais. Tu lances une campagne, tu prospects, tu te débrouilles, tu mets des créas dedans. Tu peux avoir quasiment les mêmes résultats qu'un professionnel comme moi. Ok. Grâce un peu à un coup de chance et tout, si t'as passé le bon message et tout, et t'as mis les trucs dans la machine en mode à l'arrache, tu vois. Alors que, justement, à l'époque, quand même 5-6 ans en arrière... À l'époque, tu faisais des testings d'intérêt dans tous les sens et tout, tu regardais le moins. Ça rend la pub beaucoup plus accessible aujourd'hui, quoi. Ouais, beaucoup plus accessible. Souvent, on en parle, on rigole avec mon associé. T'as 2 types de média buyers. T'as le média buyer hyper segmentation, là j'ai fait ça, et t'as le média buyer YOLO. Il envoie tout. Il lance une campagne en broad, il regarde. Bon, après, il faut être bon sur l'interprétation des résultats et tout, tu vois. Ouais. Mais du coup, le mode YOLO, je pense, va permettre à de plus en plus de personnes, et aussi le marché, puisque t'as des mecs comme moi qui vendent des formations pour apprendre à faire de la pub. T'en as d'autres qui apprennent aux gens à être média buyer, c'est vachement à la mode. Et du coup, de plus en plus de personnes savent se former pour être autonomes. Et si tu mets ça couplé au fait que la machine est de plus en plus facile et que c'est voulu, si tu veux, demain même, tu cliqueras sur le bouton, tu mettras ton URL, ton site internet, tu mettras sur message généré, il va te générer les pubs, un peu comme Perfmax avec Google, si tu veux. Google Perfmax, t'as vu, avant tu faisais du SEA, du SIA, du YouTube Ads et tout. Maintenant, tu donnes tous les formats que tu veux, tu les mets dans Perfmax, tu envoies, il travaille tout seul. Ouais, donc en gros, bientôt, on va juste dire on vend ça, fais-moi une page. Enfin bon, après. Fais-moi le texte, fais-moi les images avec IA. Fais-moi des A/B testing, des machins. Je cible tant, lancer, et notre métier va disparaître. Voilà, salut. Mais du coup, là, ça je pense que ça va aller vers ça, ouais. Du coup, ça va rendre beaucoup plus accessible, mais du coup, c'est un truc avec l'agence que vous avez déjà commencé à anticiper, c'est qu'au final, en fait, la tech aura de moins en moins d'importance. Ce qui va compter après, c'est ce que tu en fais derrière. C'est-à-dire, c'est le back-end, c'est les fenêtres, c'est les machins, parce que... C'est tout le back-end et aussi ton message. Ouais. Sur la partie créa, et donc créa strat va falloir de plus en plus se différencier, puisque de plus en plus de monde feront la même chose, tout de la même chose, comme le micro-trottoir. Bien sûr. Là, il y a eu la trend début d'année. Là, tu regardes ce qui s'est passé en 8 mois, tout le monde le fait. Et du coup, il faut trouver la trend, il faut être assez avant-gardiste pour trouver trouver la trend ou la créer. Ça nous est déjà arrivé de nous faire des trucs qui n'existaient pas, qui fonctionnent ou qui marchent pas, d'ailleurs. Trouver la trend ou la créer, être devant tout le monde à chaque fois, et être meilleur en créa strat. Ok. Et c'est un truc que tu intègres déjà, par contre, dans ton business, l'IA, aujourd'hui ? Ouais, l'IA, elle est présente partout, notamment sur... on a une matrice créa qu'on utilise avec l'IA pour trouver tous les angles possibles et inimaginables sur les angles marketing par rapport aux prospects cibles, à ce qu'on propose comme formation, les points de douleur. Et là, du coup, quand tu cibles ça, après, tu peux descendre sur les types de textes. Le AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action, PS, problème, agité, de solution. Donc ça, pareil, t'en as des 5-10 différents. Tu fais ça avec ChatGPT ? Ouais. Et du coup, tu croises. En gros, lui, il va te dire, douleur 1, AIDA, voilà la structure, PAS, voilà la structure, machin. En gros, 600 le truc, c'est ça, avec de la réécriture derrière. Bien sûr. Après, il faut tout garder dans des dossiers. Et en fonction des créas que tu testes, et noter les observations en face, tenir un tableau pour savoir ce qui fonctionne, parce que tu as aussi des cycles. Si tu veux, tu peux tester une créa et la fatiguer en 1 mois. Ouais. Deuxième mois, tu testes d'autres angles, tu fais le mot du CEO, enfin tu testes des angles, machin. 3e mois, et si tu remets les créas du mois 1 au 4e mois, ça peut refonctionner. Okay. Il y a aussi une question de cycle, donc il faut être en mesure de les garder, de les stocker, de savoir ce qui a fonctionné, pourquoi, comment, ou de les retester de temps en temps pour invalider définitivement ou valider définitivement des angles, pour ensuite du coup reprendre ces angles, ce qui a plu, en changeant le décor. Le truc à l'arrache dans la voiture qui fait naturel, ou ici en mode carré, etc.
Donc ouais, c'est un vrai travail. C'est un travail à part entière d'ailleurs. Ouais, ok. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de l'ADS, de ton parcours, etc. Avec plaisir, merci. Si on a envie de te retrouver. Ouais, Yvan Claudic, Yvan avec un I sur Insta. Ok. Et si on a envie de faire appel à toi Yvan Claudic sur Insta. On passe par toi. Il y aura tous les liens autour, un peu partout. Ok. Et ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Merci. Pour un nouveau contenu. Ciao.